Ah, s'il y a bien quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est le manque d'originalité des seigneurs pour leur nom de règne. 3 Richard d'affilée, quand même. Un peu d'imagination, ça ne ferait de mal à personne. Mais bref, reprenons le fil de l'histoire avant de nous égarer. Le règne de Richard III, dit l'irascible, débute sous les meilleurs auspices. Le duché est plus riche et puissant que jamais, la vie religieuse bat son plein, et le commerce prospère, grâce à la stabilité politique que son père Richard II a su instaurer. Mais, malheureusement pour Richard le III, il règne pendant à peine un an. Intronisé à la fin d'août 1026, il meurt mystérieusement au début d'août 1027. On a attribué la cause de son décès au poison. Et les chroniqueurs postérieurs accusent son frère, Robert Ier, d'être l'auteur du crime. On ignore si ce soupçon est fondé, mais il est tenu pour vrai dès la mort de Robert, et de toute façon, c'est à lui qu'a le plus profité la disparition de son frère. En 1027, Robert II épouse Adèle de France, fille du roi des Francs Robert Ier. Mais de leur union, aucun enfant ne naît puisque la princesse était tout simplement trop jeune. Cependant, avec une Frilla inconnue, il a 3 enfants, dont un fils, Nicolas. Ce dernier, en 1027, est prestement écarté de la succession par son oncle Robert Ier de Normandie. Mais quel rôle peut avoir un bâtard dans la succession d'un état chrétien au XIe siècle ? Il faut que tu saches qu'en Normandie, à l'époque, la bâtardise n'était pas une insulte, et la plupart des ducs étaient eux-mêmes issus d'unions libres. Il s'agit là d'une survivance de coutumes nordiques, qui stipule que les enfants nés de concubines sont tout autant éligibles à l'héritage que les enfants nés d'un mariage légitime. C'est ce que les chroniqueurs du temps nomment le mariage moré-danico, à la mode danoise. Les frillas, c'est-à-dire les femmes prises à la mode danoise, peuvent parfaitement engendrer des héritiers. Guillaume Ier, Richard Ier et Richard II naissent toutes 3 de frillas franques ou danoises. J'ai encore d'autres choses à te raconter sur cette coutume, mais ne brûlons pas les étapes. Nous y viendrons bien assez tôt. En 1027, après le court règne de son frère aîné, Robert Ier le Magnifique, ou le libéral, accède au trône ducal de Normandie. Certains l'assimilent à Robert le Diable, un personnage vraisemblablement mythique, dont la légende noire a été abondamment colportée au Moyen-Âge, à Rouen notamment. Peut-être as-tu lu le petit livre de la Bibliothèque Bleue qui en parle. Mais cela n'a rien de vrai. Le Magnifique n'a rien à voir avec le diable. Même si Robert a eu son lot d'exactions avant de devenir duc. Dès l'accession au trône de son frère Richard III, il est entré en rébellion, accompagné de plusieurs seigneurs parmi la jeune génération de l'aristocratie normande. Ce n'est qu'après le siège de Falaise, dans lequel il s'était réfugié, qu'il se soumette à l'autorité de son frère. Cette courte période d'agitation fut marquée par plusieurs profanations d'églises et d'abbayes, que Robert Ier s'appliquera à réparer durant les dernières années de son règne, par des chartes en faveur des communautés lésées. Mais son règne à lui ne débute pas de la meilleure façon. Au lieu de s'inscrire dans la continuité du règne paternel en favorisant la stabilité du duché, il se montre coulant avec les seigneurs laïcs qui suivent son exemple en dépossédant les communautés ecclésiastiques de leurs biens fonciers. C'est un comportement aberrant, mais qui explique comment la Normandie a surmonté l'agitation de la petite noblesse qui traverse alors l'Occident, étant donné que la dite petite noblesse avait le champ libre pour agir comme elle le souhaitait. Mais même cela ne suffit pas à mettre à bas l'ordre si durement établi par Richard Ier et Richard II, et bien assez vite, Robert revient à la raison. Une fois ces mésaventures de jeunesse oubliées, c'est un règne somme toute classique qui se déroule. À l'est, Robert vole au secours du jeune roi des Francs, Henri Ier, lequel est mis en péril par une conspiration ourdie par sa propre mère. En signe de reconnaissance, le roi octroie au duc un morceau de territoire, et pas n'importe lequel, le Vexin français, que ses successeurs n'auront de cesse de vouloir récupérer par la suite. Et c'est très important pour la suite de l'histoire, puisque cela ne cessera d'envenimer les relations entre le suzerain et son vassal. À l'ouest, les Normands n'ont pas oublié leur ancien appétit pour la Bretagne, étayé par diverses revendications plus ou moins fondées. En 1008, le comte de Bretagne, Geoffroy Ier, meurt, et laisse la régence à sa femme Avoise, qui n'est autre que la sœur de Richard II, et par conséquent la tante de Robert Ier. À cette époque, la Bretagne évolue donc sous tutelle normande. Mais, lorsqu'en 1030 le nouveau duc de Bretagne, Alain III, cousin de Robert et fils d'Avoise, lui refuse l'hommage vassalique, la situation s'envenime. Le Normand fait fortifier la frontière, puis entre en Bretagne et dévaste et pille le pays. Les Bretons lancent une contre-attaque, mais sont sévèrement punis sur les rives du Couesnon. Outre-Manche, le trône d'Angleterre est occupé par un Danois, Knut le Grand, depuis déjà une dizaine d'années. Robert Ier accueille à sa cour ses cousins exilés, Édouard, le futur confesseur, et son frère Alfred, fils du roi saxon déchu Ethelred II le Malavisé. C'est d'ailleurs en leur faveur qu'il initie, vers 1030 environ, on ne sait pas vraiment, la première tentative normande de conquête de l'Angleterre. Réunissant une flotte à Fécamp, le duc s'élance, mais les mauvais vents sont de la partie. Cela, il faut que tu t'en souviennes puisque nous en parlerons plus tard, les mauvais vents. Et les navires dérivent jusque de l'autre côté de la pointe du Cotentin, dans les environs de Jersey.
C'est un échec. Une partie de la flotte est démantelée et l'autre partie part piller la Bretagne. C'est la dernière ingérence normande dans les affaires anglo-saxonnes jusqu'en 1066. Mais de tous les événements de la vie de Robert Ier, le plus important à retenir, car le plus lourd de conséquences, est son aventure avec une jeune roturière de Falaise, une certaine Herle, car c'est de cette union que naît, à la fin de 1027, le futur Guillaume le Conquérant. Herle, ou Arlette chez d'autres chroniqueurs, est la frilla de Robert, et nous savons qu'ils ont un autre enfant, une fille en plus de Guillaume. Nous ignorons lequel des deux est né en premier, mais c'est un fait. Pour s'assurer du confort d'Herle, Robert la marie à un fidèle, vers 1030, un certain Herluin de Conteville, auquel il attribue dans la foulée une vicomté. Avançons un peu dans le temps. Nous sommes désormais en 1035. Robert décide de partir en pèlerinage. Il quitte la Normandie pour se rendre en Terre Sainte, chose assez surprenante quand on sait que l'ordre n'était pas parfaitement revenu au sein du duché normand. Avant son départ, il fait réunir à Fécamp, au début de 1035, une assemblée de ses barons, auquel il intronise comme héritier son fils Guillaume, qui aurait été, selon les chroniqueurs, chaleureusement accueilli par ses futurs vassaux. La bâtardise du jeune Guillaume semble ne choquer personne, quand bien même l'institution du mariage Moret-Danico s'éteint petit à petit. Dans n'importe quelle autre principauté européenne, une telle succession aurait causé un scandale. Vient le moment du départ, à la toute fin de l'hiver 1035. Après avoir rendu visite à son suzerain, Robert prend la route de la Terre Sainte, suivi de fidèles. Suivant la route traditionnelle, il passe par Rome, puis s'embarque au sud de l'Italie pour la Grèce, d'où il rallie Constantinople. Là, on lui prête plusieurs mésaventures impliquant son comportement et le courroux de l'empereur romain, alors Michel IV le Paphlagonien. Il faut le dire, les Normands ont encore mauvaise réputation à l'époque, même dans des contrées aussi éloignées de leur terre natale. Et ils n'ont de cesse de corriger ce tort. Une fois arrivé à Constantinople, Robert sollicite audience auprès de l'empereur, lequel demande en le recevant s'il a affaire au roi des Francs, cependant que les Normands s'asseyent sans y être invités et préfèrent leurs riches manteaux posés par terre plutôt que des chaises. Comprenant qu'il s'agit d'un prince pèlerin, l'empereur fait montre de munificence en se proposant de financer leurs dépenses constantinopolitaines. Mais Robert refuse, pas tant par fierté, selon moi, que pour tordre le cou aux préjugés d'avidité qui collaient encore à la peau des Normands dans toute l'Europe. Courroucé, l'empereur interdit alors aux marchands de la reine des villes de commercer avec les Normands, et c'est par la ruse que ceux-ci se tirent de ce mauvais pas. Une autre anecdote que je peux te raconter est qu'à la fin de l'audience, les Normands quittent la compagnie de l'empereur sans récupérer leurs manteaux, sur lesquels pourtant ils étaient assis. Lorsqu'on leur fait remarquer l'oubli, Robert rétorque qu'il n'avait pas l'habitude, lorsqu'il était en visite, d'emporter son siège avec lui. Ha! T'aurais dû voir la tête de l'empereur lorsqu'il lui a dit ça? Une fois arrivé aux abords de Jérusalem, Robert est frappé par l'abondance de pèlerins démunis dans l'incapacité de verser le droit d'entrée aux Mahométans qui contrôlaient alors la ville sainte. Il décide de s'acquitter du péage pour eux tous, et sa magnanimité arrive aux oreilles du gouverneur de la ville, qui décide alors de faire entrer tout le monde. Les taxes du jour, récoltées sur l'entrée du Saint-Sépulcre, sont confiées à Robert, qui aussitôt les redistribue aux démunis qui s'étaient placés sous sa protection plus tôt dans la journée. Le pèlerinage en tout ne dure que quelques mois. Au début de l'été, Robert prend la route, puisque nous savons avec certitude que c'est à Nicée, ville conciliaire, au sud de Constantinople, qu'il rend l'âme au tout début de juillet 1035, le 2 ou le 3. Plus de 2500 km s'étendent entre Nicée et Rouen. On ignore avec certitude la cause de sa mort, même si certains avancent également un empoisonnement, perpétré cette fois par un ancien fidèle, déçu du changement de politique survenu à mi-règne. C'est Toustin, le chambrier ducal et fidèle parmi les fidèles, qui est le premier à accourir à Rouen, et annonce la terrible nouvelle. Le jeune Guillaume n'a que 7 ou 8 ans alors, et c'est ainsi que s'ouvre l'une des pages les plus sombres de l'histoire normande.